Bonus. Trax. Bonjour à tous les trekkers et trekkies de toutes sortes, je suis le commandeur Guigui et je suis ravi de vous accueillir à bord de la station du Cadran Pop, le podcast sur Star Trek écoutable dans toute la galaxie et sur toutes vos applications de podcast via le flux du coin pop. Avec ce 5e épisode, nous sommes déjà à la moitié de la saison 2 et visiblement cela semble devenir une tradition de consacrer le milieu de la saison à la vie sentimentale de Spock. Pourtant, Star Trek a longtemps été un métissage très réussi d'histoires basées sur les personnages et sur l'aventure avec un grand A. Alors, est-ce que comme avec Spock dans cet épisode, les scénarios ont perdu ce métissage ? C'est ce dont on va parler pendant 1 heure. Engage. Mr. Spock, what's happened to me? You were in a shuttle accident. Seems to have made you human. What the I feel different. Don't you get it? Angry. Hungry? I'd slow down a bit if I were you. I'm making up for lost time. We're working on a cure. If we can't change him back, he's gonna be stuck like this. Do I smell more human? Working. Pour en parler, bien sûr, je ne suis pas tout seul, je suis avec un équipage d'élite. Elle aurait dû être là la semaine dernière, mais elle est avec nous aujourd'hui, c'est notre lieutenant Bajoran Marina. Salut Marina. Bonjour à toutes et à tous, et croyez bien que j'ai bien regretté de ne pas être avec vous, mais Guigui m'a laissé, Guigui m'a laissé enregistrer une capsule. Merci Guigui. Et il n'aurait pas dû être là la semaine dernière, mais il est avec nous aujourd'hui quand même. C'est notre expert Romain Nigita. Salut Romain. Bonjour tout le monde. Moi, j'aurais dû enregistrer des capsules pour les derniers épisodes, et puis je l'ai pas fait. Donc honte à moi. Mais je suis quand même ravi d'être là ce soir. Tu vas pouvoir te rattraper ce soir, ouais. On a été ravis de la croiser pendant les 2 événements Star Trek au Club de l'Étoile à Paris. C'est l'ingénieur en chef Yasmine. Salut Yasmine. Ah, je suis ingénieur en chef. Salut. Merci pour l'invitation. Oui, c'est à cause de toutes tes maquettes. Ah oui. Parce que Yasmine fait de magnifiques maquettes de vaisseaux de Starfleet. C'est vraiment très très joli. Et en fin de podcast, nous écouterons le journal de bord de Girafe qui conclura parfaitement ce podcast, bien qu'elle soit de l'autre côté de l'Atlantique. Alors avant de commencer vraiment, je fais une petite annonce parce que nous avons ouvert notre Discord au public. C'est une demande qui nous a souvent été faite, et c'est chose faite maintenant. Je postais donc le lien sur le site du Cadran Pop, mais aussi sur nos réseaux sociaux. Donc si vous voulez discuter avec nous entre 2 épisodes, entre 2 podcasts, vous pourrez le faire directement à l'écrit avec nous. Et venez nombreux, on n'est pas méchants, on est sympa. On aime les cookies. Et d'ailleurs, Yasmine nous a rejoint sur le Discord. Et Yasmine, justement, du coup, je vais me tourner vers toi pour que tu nous expliques un peu qui tu es. On t'a déjà entendu sur le podcast de l'épisode 2 de la saison 2. Mais on voulait savoir, quel est ton premier contact avec Star Trek ? Ok, la question que j'ai mis plusieurs semaines à réfléchir et à travailler et pour laquelle je n'ai pas de réponse. Je ne sais plus trop en fait comment j'ai commencé à regarder Star Trek, je sais juste que j'ai pas vu à la télé. J'ai un jour décidé de regarder de la SF, c'était il y a peut-être une 15aine d'années et j'ai commencé par d'autres séries qui étaient plus courtes, plus accessibles et après Battlestar Galactica, Babylon 5 et autres, j'ai décidé de commencer à regarder Star Trek et j'ai vu Deep Space Nine en premier je crois, puis j'ai vu TNG, puis j'ai revu Deep Space Nine, puis encore TNG, puis je me suis tentée à regarder Voyager et très longtemps plus tard j'ai regardé Enterprise que j'ai pas aimé au début mais que j'ai ensuite adopté, que je n'ai plus revu d'ailleurs. Voilà, depuis j'aime Star Trek, j'ai vu les nouvelles séries, Discovery m'a un peu perdue à la 3e saison. J'ai pas vu la 4e, puis j'ai vu toutes les nouvelles séries, avec un intérêt parfois mitigé. Mais j'en aime beaucoup certaines et j'en aime pas trop d'autres. T'as pas cité la série classique dans ton visionnage, tu l'as vue ? Alors, j'ai vu des épisodes éparses de la série classique. J'ai revu quelques épisodes, j'ai vu tous les films plusieurs fois, mais j'ai beaucoup de mal à regarder certains épisodes de la série classique, ni d'ailleurs la série animée, pour des raisons diverses. Ouais, ça se comprend, hein. C'est vrai que c'est un peu désuet. Regarder une série comme ça, quand même, qui a presque 60 ans, moi je peux comprendre que ça puisse rebuter un peu. Il y a déjà des gens qui sont rebutés à regarder la nouvelle génération parce que c'est en 4/3, alors... Et donc ouais, je disais que tu faisais des maquettes, donc tu postes régulièrement des photos de tes maquettes sur Twitter, et là t'es en train de réaliser quoi ? Parce que il y a pas longtemps t'as fait la station Deep Space Nine. Oui, j'ai fait la station Deep Space Nine, mais j'ai pas encore fait les fenêtres, et il me faut un patron pour faire la fenêtre, et le patron coûte trop cher.
Donc j'ai pas encore percé les fenêtres parce que je m'essaye à mettre des lumières à l'intérieur. C'est ce que j'ai fait pour Deep Space Nine. Actuellement, donc j'ai arrêté Deep Space Nine, j'ai mis en pause et je suis en train de faire un petit Defiant. Ça c'est vraiment trop cool. Et ça te prend beaucoup de temps de faire un truc comme ça ? Ça dépend le rythme, enfin ça dépend si je fais tout le temps sans arrêt ou si je fais autre chose aussi dans la vie, genre regarder des séries, pas plus. Ça peut prendre, pour une grosse maquette comme Deep Space Nine, ça a dû me prendre peut-être 2-3 mois. Et pour les plus petites, ça peut prendre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça dépend. Ok. Bon, bah, en tout cas, ouais, bravo. Hein. Moi, je trouve que c'est vraiment très, très, très joli. J'aurais pas la patience de faire des trucs comme ça, je vais être honnête. Hein. Idem. Bravo. Alors, avant de parler de l'épisode 5, on va revenir un petit peu sur l'épisode 4 de la semaine dernière. Parce que sur la question de la mémoire qu'on se posait la semaine dernière, justement, il y a Céline qui est psy qui a répondu ceci sur notre Twitter. Elle nous a répondu donc ceci. Quelques réflexions basées sur mes souvenirs de neuropsy, à savoir qu'en premier lieu, on ne parle pas d'instinct ou de connaissances instinctives pour l'humain, mais de réflexes, comme la respiration par exemple. Puis d'acquisitions qui s'ancrent dans la mémoire dite procédurale, comme l'apprentissage de la langue ou de la lecture, ou encore de la conduite. C'est pour ça que dans la plupart des amnésies faisant suite à un trauma, les gens perdent la mémoire épisodique, c'est-à-dire des épisodes de leur vie, mais pas leurs réflexes ou leur mémoire procédurale. De fait, que Ortegas se rappelle in fine comment piloter l'Enterprise n'est pas aberrant en soi, en revanche, le fait d'oublier comment lire, c'est cliniquement un peu plus improbable. Même dans les pathologies dégénératives comme Alzheimer, donc on en parlait justement la semaine dernière, les patients perdent la mémoire selon la loi de Ribot, c'est-à-dire les plus récemment acquis d'abord, puis le plus ancien. Et dans le cas de l'épisode de la semaine dernière de Strange New Worlds, on a affaire donc à une sorte de refoulement qui a induit plus qu'une réelle amnésie, donc peut-être que Romain Brami avait un peu raison quand il disait qu'il parlait de brouillard. D'où les faits que les émotions restent accessibles mais pas les épisodes reliés. Et Yasmine, toi, tu lui avais justement posé la question suivante, quel effet ça aurait sur le développement des personnes qui ont connu que ça, c'est-à-dire un refoulement constant depuis la naissance? Est-ce que ça peut donner des individus fonctionnels? Elle t'avait répondu, ça donnerait probablement des êtres désaffectés, potentiellement psychotiques. En revanche, un retour du refoulé massif comme semble le vivre le vieux à la fin de l'épisode, ça donnerait probablement autre chose que le menton simplement qui tremble. Voilà, moi je trouve ça assez sympa parce que c'est une question qu'on se posait justement la semaine dernière de savoir à quoi ça pourrait ressembler, est-ce que c'était crédible ou pas. Bon je pense que malgré quelques petits écueils à droite à gauche, l'ensemble a l'air de tenir plutôt la route, je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, j'ai eu beaucoup de mal avec l'épisode de la semaine dernière et j'ai beaucoup de mal avec cette nouvelle saison de Strange New World et j'ai beaucoup de mal avec la série Strange New World globalement. Je suis peut-être une mauvaise invitée aujourd'hui. Ouais, je sais pas, c'est pas très cohérent, le côté science-fictionnel ne tient pas beaucoup, le côté pseudo-scientifique ne tient pas beaucoup, il pète pas beaucoup de temps à nous l'expliquer, donc on est un peu mis tout en fait accompli et on suit comme ça des trucs pas logiques, illogical comme diraient les Vulcains, je sais pas. Moi autant j'aime bien Strange World et globalement j'aime bien cette saison, par contre j'ai pas du tout aimé cet épisode 4 parce que non seulement le côté scientifique tient pas debout, mais je trouve que surtout l'épisode était pas intéressant, pas bien écrit. Bon, il perd la mémoire, on sait pas trop pourquoi, on sait pas trop comment, on s'en fout. On a une grosse bagarre et puis voilà, ça se limite un peu à ça. Ce qui est vraiment dommage, c'est qu'on a eu un épisode dans la première saison de Prodigy avec quasiment le même point de départ, c'est-à-dire une planète sur laquelle on laisse traîner des éléments et même un homme d'équipage de Starfleet qui fait que ça va un peu contaminer la culture de la planète. Et dans l'épisode de Prodigy, c'était beaucoup plus creusé, beaucoup plus amusant, beaucoup plus original, puisque les habitants de la planète finissaient par carrément créer une espèce de civilisation basée sur ce qu'ils avaient compris de Starfleet, avec même en faisant une pièce de théâtre, etc. C'était beaucoup plus rigolo. Là, c'était vraiment, ça ressemblait à un mauvais épisode de la série originale. Certes, on a un point de départ qui fait un peu truc old school, un peu comme l'épisode de cette semaine d'ailleurs, et pourquoi pas. Mais là, le traitement était vraiment très mal écrit. Moi, c'est ça qui ne m'a pas du tout intéressé dans cet épisode numéro 4. Ok. Et si vous voulez savoir ce que nous on en a pensé, je vous renvoie au podcast de la semaine dernière. Et maintenant, on va faire un petit tour de table sans spoiler sur l'épisode 5. Alors, comment est-ce que vous avez trouvé cet épisode? Et on va commencer par toi, Marina. Écoutez, je ne sais pas ce qu'il fume en salle d'écriture, mais là, ça va pas du tout. C'est pas de la bonne. Moi, j'ai pas du tout aimé l'épisode. Je trouvais que ça ne s'adressait pas à un public de Star Trek. Autant moi, j'ai bien aimé l'épisode de la semaine dernière, comme vous le savez. J'ai passé un bon moment. Mais là, cette semaine, non, c'était Hartley cœur à vif, mais version très très jeune. Je peux citer plein de références. Alors là, Guigui, je suis venue avec mon sac de références en disant que l'épisode me rappelle tel épisode, mais jamais
la comparaison ne va dans le sens de Strange New Worlds. Autant j'adhère, je suis fan, c'est pour ça que j'ai bien aimé l'épisode Old School de la semaine dernière. Mais là, non, ça va pas, ça s'adresse pas à moi, c'est... là, le public, il est clairement trop jeune, voilà. C'est mon humble avis. Et toi, Romain, alors, je me sens très seul, parce que moi, pour de bon, cette fois-ci, j'ai passé un bon moment. Moi, j'ai vu cet épisode comme étant une comédie légère. Pour moi, c'est une comédie de boulevard, mais qui est très réussie. Certes, là aussi, le point de départ, scientifiquement, ne tient pas debout, on est totalement d'accord, mais il y a au moins 2 épisodes dans la franchise Star Trek qui ont eu un peu un point de départ similaire, qui tenaient pas debout non plus, mais qui, là, pour de bon, étaient très ratés. On les citera certainement plus tard dans la zone spoiler. Mais donc, c'est pas la première fois qu'un épisode de Star Trek utilise ce point de départ. C'est pas la première fois qu'un épisode de Star Trek joue la carte de la comédie à 100%. On a déjà vu ça plein de fois. Et surtout, c'est un espèce de miroir de l'épisode de la saison 1, dans laquelle on était également centré sur Spock et sa vie amoureuse. Moi, dans la saison 1, l'épisode en question, qui lui aussi avait un point de départ, qui rappelait d'autres épisodes, je l'avais trouvé complètement raté. Et là, par contre, j'ai trouvé ça bien plus réussi. Moi, je me suis pas ennuyé, à part comme d'habitude, les 10 premières minutes, parce que c'est méditant à démarrer, mais ça, c'est un peu mon cheval de bataille cette saison. Je trouve que les épisodes sont trop longs, bref, je vais pas revenir dessus. Mais sinon, moi, c'est mon épisode où j'ai passé un bon moment. Donc je suis peut-être de la génération avec les cœurs à vif, je sais pas. Moi aussi, j'ai regardé Art avec le cœur à vif, c'était vachement bien. Et toi, Yasmine ? Je n'avais pas aimé l'épisode. Je me suis pas ennuyée parce que j'étais très énervée par le propos de l'épisode, par le propos politique de l'épisode. Je l'ai pas trouvé très drôle. Peut-être quelques moments, mais c'est plus, je pense, grâce à comment c'était joué ou à des moments un peu comiques, mais qui n'avaient pas lien du tout avec le reste du sujet de l'épisode, quoi. Mais voilà, je sais pas quoi en dire de plus, si ce n'est sans spoiler, je veux dire. J'ai envie de rajouter que les Vulcains sont devenus les Ferengi de Strange New Worlds. C'est un peu violent, mais c'est pas faux. C'est violent, mais c'est pas faux. C'est pas faux. Alors moi, ce qui me concerne, tu disais, Romain, effectivement, c'est un peu la suite de l'épisode 5 de la saison 1, et c'est vrai. Mais justement, moi, j'avais trouvé ça très bien qu'il fasse un épisode un peu marrant comme ça dans la saison 1. Mais voilà, parce que c'était et si ça commence à devenir une tradition, je pense que ça va vraiment me saouler, que tous les épisodes 5, c'est une comédie sur les histoires sentimentales de Spock, ça va vraiment me saouler. Et puis celui-ci, contrairement à celui de la saison 1, moi il m'a pas fait rire du tout. Comme dit Yasmine, il y a des moments qui sont marrants, mais c'est parce que les acteurs sont vraiment géniaux, ils donnent vraiment tout, quoi. Mais rien dans les situations, ni dans les dialogues, n'est vraiment hilarant, ni très frais. Enfin, moi, ça m'a vraiment un peu ennuyé, quoi, vraiment là-dessus. Et moi, je vois l'épisode vraiment comme un terrain de jeu pour Ethan Peck. Comme si la production s'était dit allez, on va lui donner un épisode comme il fait Spock, il est tout le temps obligé de se retenir, on va donner un épisode où l'acteur il va pouvoir rigoler, s'énerver, faire absolument n'importe quoi pour se faire plaisir, peut-être un peu comme une soupape, un peu pour comme Brent Spiner, ça lui arrivait souvent d'avoir des épisodes comme ça où par un retournement scénaristique on pouvait faire des trucs que Data ne pouvait pas faire en temps normal. Là ils l'ont fait de la manière, je trouve, la moins subtile qui soit, quoi. Et c'est donc sur ces mots un peu durs qu'on va rentrer dans la zone spoiler. Red alert! Il semblerait que je sois coincé dans cet état. Pour l'instant, nous cherchons un remède. Et comment vous vous sentez, Monsieur Spock? Je ressens de la colère et de l'impuissance et de l'agacement et aussi une drôle de sensation de faim. C'est normal chez les humains? Oui, la faim affecte l'humeur. On va vous donner à manger. Je vous suis très reconnaissant de vouloir m'aider. Non, je suis sérieux, vous êtes très gentil. Il faut qu'on parle de vos obligations sur Vulcain. J'avais complètement oublié depuis l'accident. Je ne vois pas comment je pourrais assister à mon dîner de fiançailles dans mon état. La mère de ma fiancée, elle me déteste. Est-ce que je se sens comme un humain? J'ai pris la liberté de parler à T'Pring et votre famille. Vous leur avez dit quoi, capitaine? Parce que si la mère de T'Pring apprend que je suis devenu humain, ça va carrément tourner à la catastrophe! Je leur ai seulement expliqué que vous aviez eu un accident et que vous vous remettiez à bord. Elles ont conclu qu'il était logique de repousser le dîner. Warning. Donc, l'épisode 5, Charade en VO ou Mascarade en version française, écrit par Catherine Lynn et Henry Alonzo Meyer et réalisé par Jordan Canning. Donc on va voir un accident de navette qui va conduire à ce que Spock va devenir humain.
à cause d'une race extraterrestre chelou. Et ça le rend complètement paniqué parce qu'il a un dîner de fiançailles ultra important avec T'Pring et sa belle famille, quoi. Alors l'épisode il commence sympathiquement avec les journaux de bord de Chapel puis de Spock, ça j'ai trouvé vachement bien d'ailleurs. Chapel essaie de décrocher un stage à l'Académie des sciences de Vulcain. Alors on voit tout le monde rigoler, prendre du bon temps. Pike essaye même d'apprendre à cuisiner à Spock, qui a un peu le nez bouché parce que c'est un Vulcain donc il peut rien sentir. Tout simplement parce que le vaisseau, il a une petite mission avant de se rendre sur Vulcain, donc tout va bien. Mais alors je sais pas si vous vous souvenez, quand on se plaignait de ne pas avoir des tranches de vie quotidiennes de l'équipage sur Discovery, parce que ça nous permettait pas de nous attacher aux personnages, je trouve que ici finalement on est dans l'excès inverse. La série tourne trop autour des personnages, il n'y a plus vraiment d'aventure. Et puis c'est un peu chiant, quoi. Parce que moi je regarde pas Star Trek que pour ça, quoi. Alors, j'aime vraiment beaucoup les personnages, donc du coup le point positif c'est qu'effectivement on est attaché aux personnages et au casting, parce que le casting il donne tout ce qu'il a. Mais voilà, quoi, là je suis vraiment encore dans l'attente de grandes aventures, de mondes nouveaux, étranges à découvrir. Ouais, et moi je pense que Pike, il a autre chose à faire que cuisiner. J'ai trouvé ça rigolo, j'ai esquissé un sourire quand il cuisine, ou quand il explique la cuisine à Spock, mais sérieusement, il a autre chose à faire. Enfin, il a des choses à gérer, il a des dossiers très chiants à traiter, il a des dossiers diplomatiques ou des traités à compiler, à signer, mais là ça va pas, quoi. Il y a du temps libre quand même, il a le droit Non, c'est un capitaine déjà, il a foutu en l'air On a toujours vu ça dans les autres séries Star Trek, le capitaine qui a du temps libre. Là, j'ai l'impression qu'il a que ça, quoi, à part au début quand il va sauver Ona. C'est dans tous les épisodes. C'est vrai que ça fait beaucoup. Cisco, on le voyait cuisiner une fois ou deux par saison. Là, lui, c'est tous les épisodes, quoi. C'est ça. Cisco, t'avais l'impression qu'il gérait quand même les Cardassiens, les Bajoriens, le trou de verre, les querelles sur Deep Space Nine. C'était le diplomate, le guerrier, il faisait tout, Cisco. C'était l'ambassadeur des prophètes, l'émissaire, pardon. Là, ce qui m'énerve, c'est qu'il ne fait que ça. Ça m'a fait rigoler, les interactions avec le père de T'Pring. C'était rigolo, mais pas les étapes. Voilà, mais c'est tout. Et j'ai bien aimé. Alors, j'ai bien aimé les journaux de bord, c'est vrai, mais ça dure quoi, 2 minutes? Et après, alors il y a une scène que j'ai bien aimée, c'est la scène du réveil. Et en fait, je me suis dit, qu'est-ce qui lui manque? Il lui manque un bras, il lui manque un pied. On lui a greffé, ils ont greffé Chapel sur Spock et vice versa. Non, il est devenu humain. Enfin, c'était super. Alors que on a eu quand même la dernière scène de The Cage où on t'explique que les races extraterrestres connaissent pas les humains. Ils ont réassemblé un corps comme ça à l'aveuglette et ils ont mis le bras à la place du pied et voilà. T'as l'épisode où Worf est handicapé et risque d'être invalide. T'as des vrais moments de choc. Là, il se réveille, il est humain. Mais où est le choc? Il est à moitié humain. Enfin, c'est pas comme si, ça m'aurait plus intéressé pour le coup qu'il se réveille complètement vulcain. Enfin, là, pour le coup, oui, c'était son rêve. Il aurait vécu sa vie idéale pendant un épisode. Je sais pas si c'est vraiment son rêve, Marina, mais tu grilles un peu les étapes. Restons pour le moment dans les scènes de quotidien. Je suis énervée, c'est tout. Les scènes de quotidien, moi j'ai pas eu cette impression qu'on en a eu tant que ça depuis le début de la saison. On a quand même eu des grands épisodes d'aventure, on a eu du voyage dans le temps, on a eu la planète de l'épisode 4, même si au final j'ai pas aimé l'épisode. On a eu le courtroom drama de l'épisode 2, donc moi j'ai pas eu cette impression qu'on avait que du perso, que du temps hors travail Starfleet. Certes, il y a le gimmick de Pike qui cuisine, mais tous les capitaines et tous les persos ont chaque fois leur gimmick, entre ceux qui jouent au poker, ceux qui jouent du trombone, ceux qui jouent aux fléchettes, ceux qui traînent la Deep Space Nine, ils sont tout le temps en train de traîner dans le bar de Quark quand même. On peut dire aussi qu'ils bossent pas beaucoup. Donc je trouve pas qu'il y en ait plus ou moins que d'habitude, ça m'a pas du tout gêné. Par contre, le fait qu'on ait ces 2 journaux de bord qui s'enchaînent, d'abord celui de Chapel puis celui de Spock, c'est là où je trouve que du coup ça met un petit peu de temps à démarrer. Mais encore une fois, je sais que j'arrête pas de râler avec ça depuis le début de la saison. Mais sinon, non, plutôt bonne entrée en matière. Et là, en effet, on comprend dès le départ cette volonté de Strange New World de consacrer chaque épisode à travers une intrigue de science-fiction, mais de consacrer chaque épisode à un personnage différent. Donc je trouve ça plutôt malin. Les scènes de début, pourquoi, à l'échelle de l'épisode, qui j'ai trouvé était assez pourri très vite, les 5 premières minutes peut-être m'ont plutôt plu. Surtout que j'avais regardé, j'avais vu les images, j'avais déjà le pitch, je savais ce qui allait se passer dans l'épisode et j'avais déjà un peu peur de ce qu'ils allaient en faire. Mais quand j'ai vu le début, j'étais là, j'étais rassurée, je me suis dit pourquoi pas, peut-être ça va être bien, mais après c'était
pas bien. Ouais, je pense un peu comme toi, et d'ailleurs on va avancer pour entrer directement dans le vif du sujet. Donc effectivement, Spock et Chapel vont se retrouver à bord d'une navette pour étudier les vestiges d'une civilisation disparue et vont tomber sur un vortex qui va causer un accident et rendre donc Spock totalement humain, parce que simplement ils ont vu qu'il y avait Chapel, ils se sont dit bah tiens, c'est elle le modèle, c'est elle le référent, on va faire pareil sur lui. Je sais pas pourquoi ils ont pas fait l'inverse par exemple, c'est bizarre quoi. Puis bon, bah, Pike, il essaie de les contacter, cette race extraterrestre qui est finalement une race un peu incorporelle, très très avancée, et puis bon, bah, il l'envoie bouler, hein. Pour eux, tout va bien, donc arrêtez de nous appeler. Mais ça c'était drôle. Cette scène-là... La hotline de l'espace, c'était drôle. Non mais voilà, vous avez votre plainte a été enregistrée, vous êtes satisfait, c'est bon. Maintenant, je me casse. Ça pour le coup, c'était drôle. Mais on a envie de leur dire, mais pourquoi ils hésitent sur tous les mots ? Pourquoi ils butent ? Pourquoi ils ne réagissent pas ? Pourquoi ils n'expliquent pas les choses clairement ? Enfin, on peut pas soupçonner Pike d'être amoureux de Spock. Là, pour le coup, c'est non parce que après, on a une scène similaire où ils sont pareil. Chapel bute sur tous les mots. On a envie de leur dire, mais ça va. Enfin, dites les choses. Dites, bah non, Spock est à moitié. Enfin, je sais pas pourquoi ils. Alors, bien sûr, on n'aurait pas d'épisode. Hein, si... Mais c'est ça, mais c'est tout le plot n'est basé que sur ça, sur le fait que au début ils sachent pas dire exactement sa plainte, qu'ils disent pas complètement une phrase, 3 mots. Vous avez mal fait votre truc, c'est pas, vous l'avez transformé en humain. Point. Et en fait non. Après c'est vrai, j'ai trouvé ça assez drôle, hein, moi aussi la hotline, c'était drôle et réaliste et marrant jusqu'à ce que la hotline réponde aux émotions de Chapel. Depuis quand une hotline t'écoute par tes émotions? Là ça m'a perdu. Tu vois. C'est vrai. Bon, en tout cas oui, t'as raison. L'épisode du coup soulève quelques questions. Enfin, plutôt elle les effleure les questions, et c'est plutôt le public qui va soulever ces questions, parce que le changement génétique qui change le corps de Spock, bon alors son ADN de métis, donc il est modifié sur le modèle purement humain qui est Chapel, hein. Du coup, bah, son corps change et ses organes aussi, ce qui fatalement, on peut se dire, influe sur son comportement. Spock est toujours lui-même intègre, loyal, il a ses valeurs, ses souvenirs, etc. Mais la modification qui a été faite sur lui, bah, elle ne change pas sa personne, mais ses humeurs et donc une partie de son comportement, ce qui est un peu différent. Et c'est bien ce qu'on voit ici, hein, dans l'épisode, mais comme je disais, ce qui arrive lui influe forcément sur son comportement, et comme on n'est pas tous égaux par exemple, dans la douleur ou même le plaisir, par exemple, on n'a pas tous les mêmes productions d'hormones qui semblent être dictées en partie, du moins, par la génétique. D'ailleurs, actuellement, il y a certains scientifiques qui semblent aussi penser que la communauté microbienne qui est abritée dans notre intestin détermine aussi en partie notre humeur et nos comportements, hein, par exemple. Donc, si on transforme un Spock complètement en humain, bah forcément, on influe sur lui, sur son comportement. Mais il y a un souci quand même dans cet épisode, c'est que cette histoire ne va pas du tout là pour explorer ce sujet précis, qui est un sujet vraiment purement de SF, mais elle va adosser ça à la thématique du métissage, ce qui en soi n'a pas vraiment quelque chose à voir. Et avec les analogies qu'on peut en faire avec la réalité, bah, ça rend un peu l'épisode quand même problématique. Et tout ce que je décrivais avec le changement d'ADN, tout ça, bah, ça aurait très bien pu être traité sans être associé au métissage, par exemple, hein. On aurait pu avoir même un autre personnage que Spock, on aurait très bien pu avoir Pike transformé en Vulcain, hein, par exemple, ou en Ferengi, ou en ce que tu veux. Et du coup, bah, ça rend l'épisode, je trouve, super maladroit. Mais avant de parler justement des messages que pourrait véhiculer l'épisode, peut-être malgré lui, est-ce qu'on pourrait se poser juste 5 minutes et se demander si d'un point de vue de SF et puis de Star Trek tout court, est-ce que ça va avec le lore de ce qu'on connaît des Vulcains déjà ? Alors, je n'ai pas l'impression. Je pense qu'il y a vraiment 2 problèmes. Comme tu as dit, il y a le problème que ça va pas avec ce qu'on connaît vaguement des Vulcains, enfin selon ce que moi je connais des Vulcains en tout cas, et ça ne va pas non plus avec l'allégorie du métissage. Donc pour ce qui est des Vulcains, on a appris au fil des séries, peut-être pas dans TOS, mais peut-être déjà un peu, que les Vulcains avaient des émotions. Même dans l'épisode, ils le disent plein de fois, que ces émotions étaient contrôlées par une éducation en fait au contrôle des émotions, que cette éducation était socialement déterminée, qu'elle était inculquée et perpétuée depuis l'enfance par des rites de passage, par le Kolinар, qu'en fait les Vulcains méditent tout le temps pour contrôler leurs émotions, qu'en fait c'est des techniques de contrôle de l'émotion que tu apprends et que tu ne perds pas normalement quand t'es changé génétiquement. Donc en fait ce qui arrive à Spock quand il est changé génétiquement, c'est qu'il a une amnésie. Sauf que l'épisode ne te parle pas de cette amnésie. On a l'impression que l'épisode te dit que c'est dans les gènes que son contrôle des émotions est inscrit. Et ça va pas en fait avec ce qu'on a vu de Tuvok, avec ce qu'on a vu de T'Pol, ça va pas avec ce qu'on sait déjà dans plein de séries. Il y a plein de problèmes hein, dans Star Trek. C'est déjà arrivé
que on ait un espèce de déterminisme génétique comme ça, que ce soit les gènes qui déterminent les personnalités. Sauf que là, j'ai l'impression que dans ce cas précis, ça ne va pas avec ce qu'on sait des Vulcains. Si ça avait été une autre espèce alien, ça serait peut-être passé mieux. Ou en tout cas, ou s'il n'y avait pas une histoire de métissage tout court. C'est-à-dire, si tu passais tu vois, d'une espèce à une autre, totalement. Ouais. Tu vois. Je veux dire, c'est pour ça mon exemple de Pike, c'est complètement un humain, qui se transformerait complètement en Vulcain. Qu'est-ce qui change ? Parce qu'on peut quand même se dire qu'au niveau de la biologie, ton cheminement de pensée, forcément, il découle aussi un petit peu de la biologie, tout simplement, quoi, qui découle elle-même de la génétique. Et que, en fait, ce qu'ils auraient dû montrer, parce que tu as raison, c'est que Spock, il saurait se contrôler, mais peut-être que, justement, sa nouvelle biologie lui rend les choses plus difficiles, mais pas impossibles, pas comme c'est montré dans l'épisode. Et puis de toute façon, ça, l'épisode, ils n'en parlent pas de ça vraiment. Ça, ils n'en parlent pas du tout. Ils effleurent à peine le sujet, même pas ils l'évoquent. Donc c'est vraiment d'un côté par-dessus la jambe, vraiment pour faire de la comédie, mais le sujet en lui-même, il est pas si léger que ça en fait. En fait, dans l'épisode, on nous montre même qu'il a tellement oublié que c'est ses camarades humaines qui lui rappellent ce que c'est qu'être un Vulcain. C'est sa mère humaine qui, elle, est aussi éduquée, en fait, juste à la logique vulcaine, lui apprend ce que c'est que d'être Vulcain. On dirait qu'il a oublié tout ce qu'on lui a appris, toute sa vie, toute l'étiquette, ce qu'est un truc masochiste, le teapot, le machin, la TR sans truc pour porter la TR, quoi. La TR qui te crame les mains. Il a oublié qu'elle existait, en fait. Et ce côté amnésique, on nous l'explique pas. On a l'impression que ça devrait être compris par le fait qu'il ait perdu ses gènes vulcains. Ça a pas de sens. Alors que pas du tout. Encore... Ouais, ça a pas de sens, ouais, je suis d'accord. Je pense pas que ça soit ça. Moi, j'ai vu l'épisode 2 fois, du coup. Déjà, alors certes, tout ça est effleuré, ils vont jamais dans le fond des choses, mais ils parlent un peu des histoires d'hormones, notamment quand il a la discussion avec Lan, où clairement, il y a le côté, je reviens un peu à puberté comme un ado, parce que j'ai mes hormones qui bouillonnent en moi. Donc c'est quand même un petit peu évoqué le fait que sa physiologie 100% humaine influe sur sa capacité à contrôler ses émotions. Donc c'est pas forcément qu'il a oublié comment faire, mais c'est que ses hormones peut-être sont un peu plus puissantes. Et après, sur le rituel des fiançailles, j'ai pas l'impression que ça soit un oubli. C'est juste qu'il découvre ce rituel. Il s'était pas forcément intéressé jusqu'à présent parce que lui, il est plus dans son côté. Je m'intéresse à Starfleet plus qu'à ce rituel-là, ce qui prouve aussi que justement ses fiançailles sont un peu vouées à l'échec, puisque tout ça l'intéresse pas vraiment. Donc j'ai pas l'impression qu'il y ait une histoire d'oubli. Et après, le fait que sa mère soit capable de lui expliquer, c'est parce que elle a toujours dû se conformer à ce contrôle des émotions de manière beaucoup plus consciente que lui, qui était aidé en partie par sa physiologie, en tout cas par ses histoires d'hormones. Donc je pense elle était plus consciente de ça que lui. Ce que tu dis, ça a du sens, mais le problème, c'est que l'épisode jamais ne nous le montre en train d'essayer de se contrôler et de pas y arriver, tu vois, de faire simplement une méditation ou un truc comme Tuvok le faisait dans Voyager avec d'autres, ou même T'Pol qui apprend à Trip de le faire, enfin bref. Et en plus de ça, tu me parles de la scène de Lan, justement sur les hormones, d'où c'est Lan, donc la chef de la sécurité, qui pose ce diagnostic. C'est quand même bizarre. C'est juste pour pouvoir faire la blague du style, pour dire voilà qu'il est gêné parce qu'il la trouve charmante. C'est sûr que la même scène avec le docteur Mbenga, ça aurait eu une autre saveur. Là, t'as probablement raison. Mais quand même, c'est pas logique, quoi. Je suis désolé, ça, pour moi, ça marche pas. C'est elle qui décrète ça, mais en fait, on n'en sait rien. Et puis en fait, ça se base aussi sur une vision de la biologie et même des émotions humaines ou même du comportement humain qui serait purement génétique et purement hormonal. Et on pense qu'en fait, quand t'es un humain adolescent, tu vas parler à ta mère comme Kermit l'a fait, c'est-à-dire comme un jeune de 12 ans des années 2000, et pas comme un adolescent du 18e siècle, pas comme un adolescent non européen, en fait, l'adolescence est aussi absolument culturelle, elle n'est pas que hormonale, elle n'est pas que biologique, et on la vit très différemment les uns des autres selon où on est né et comment on a été éduqué, et pourtant là il réagit comme un Américain des années 2000. En fait, moi, ça me va pas du tout cette façon aussi de se dire, parce qu'il a des hormones, c'est pas des hormones qui arrivent à un homme adulte, un Vulcain
humain adulte, c'est c'est un moment c'est des hormones qui arrivent et on dirait que c'est un enfant ou un préado qui s'est jamais posé des questions sur le contrôle de ses émotions. Si jamais moi j'avais vu, pour moi, ce qui aurait été plus réaliste entre guillemets, c'est-à-dire dans la logique vulcaine, dans la logique de ce qu'on connaît des Vulcains plutôt. Le mot logique n'est peut-être pas bienvenu dans cette phrase, mais peu importe. C'est que quand il devient humain, avec ses connaissances de ce que c'est que le contrôle vulcain, il devrait être très très facilement contrôler ses hormones d'adolescent en fait. Et il devrait être même plus facile pour lui de contrôler ses émotions humaines que ses émotions vulcaines, parce que on apprend aussi que les émotions vulcaines seraient beaucoup plus puissantes que les émotions humaines. Oui, en plus, oui. Qui donc, peut le plus, peut le moins, donc oui, c'est pas logique. Ça. Si t'arrives à contrôler des émotions fougueuses, tu peux quand même contrôler des émotions adolescentes. Et donc, l'épisode serait pas très drôle, hein. Mais il serait là, ouais, bah c'est le même, ce serait le même. Ce serait exactement le même. Peut-être qu'il aurait pu jouer le Spock un peu plus... très très impassible. Il aurait pu jouer le Spock impassible pendant un épisode et ça aurait été drôle. Puis il serait revenu à son Spock d'Ethan Peck plus tard. Mais n'oublions pas que dans la série originale, il y a un épisode qui s'appelle All Our Yesterdays, où en fait Spock revient dans un passé où les Vulcains ont des émotions et il découvre les émotions, il découvre l'amour physique avec une humaine. Bon, j'imagine qu'il y a un reboot ou un reset avec Strange New Worlds, mais vu qu'il s'en souvient pas et qu'il expérimente l'amour charnel. Attends, de quel épisode tu parles ? Bah tu sais l'épisode de la saison 3 où c'est l'épisode où en fait Spock, McCoy et Kirk vont sur une planète qui va bientôt exploser et en fait il n'y reste plus qu'un bibliothécaire qui a envoyé tous les habitants dans le passé de la planète. Et donc Kirk est envoyé à une époque et McCoy et Spock sont envoyés à une époque dans un lointain passé où les Vulcains ont des émotions. Donc, et ils rencontrent une humaine une habitante de la planète, pardon, qui leur explique c'est l'avant-dernier épisode. Oui. All Our Yesterdays. Et en fait, donc là, Spock est revenu à une époque où les Vulcains ont des émotions. Et au fur et à mesure de l'épisode, il apprend. Et l'épisode est terrible parce que il ressent de l'attraction pour la femme. Il a des relations avec elle, ils échangent et tout. Et en fait, ils reviennent dans le présent. Et Spock, donc cette femme est restée dans le passé parce qu'elle ne peut pas passer cette porte. Il faut juste passer la porte comme McCoy et Spock l'ont passé ensemble. Ils sont obligés de repartir ensemble et de la laisser dans le passé. Donc McCoy se tourne vers Spock à la fin et lui dit mais est-ce que vous ne ressentez rien? Est-ce que vous n'êtes pas triste et tout ça? Et là, Spock dit non, elle est morte il y a très longtemps. Je n'ai aucune raison d'être triste. Et là, pour le coup, le traitement est magnifique. Il y a un autre épisode de Deep Space Nine. Pour le coup, je vous ai dit que j'avais plein de citations dans ma besace. J'essaie de raccrocher le wagon avec... Mais c'est-à-dire que ça se passe dans le futur de Spock, mais à aucun moment, à aucun moment, il ne dit « Ah, mais j'ai déjà ressenti ça, j'ai ressenti ces émotions. » Là, il passe par le même type d'émotions, mais à aucun moment, il ressemble à un ado. Et les Vulcains sont à une époque où ils n'ont pas supprimé leurs émotions et ressentent des choses. Donc, c'est un peu comme des humains finalement. Et là, il ressent des choses, il passe par un cycle qui est normal, pas celui d'un ado attardé qui fait une scène à sa mère comme un ado des années 2000, comme disait Yasmine. Et t'as un autre épisode terrible sur les émotions où tu as Odo qui ressent des choses pour Kira. Et dans l'épisode Children of Time, ils atterrissent sur une planète et elle rencontre un Odo surtout qui a su évoluer et devenir humain. Ah oui, c'est l'épisode. Oui, c'est un épisode. Children of Time. Version, voilà, c'est une version future de lui en fait. Voilà, et en fait, il a su évoluer, avoir des émotions, et pareil, à aucun moment il n'y a une infantilisation des émotions. Et en fait, Kira découvre les sentiments d'Odo, et à la fin, Kira rencontre l'Odo de son époque, et René Auberjonois est extraordinaire comme acteur, parce que comme Spock, il arrive à fermer son visage et à dire non, ce n'était pas moi, non, ce ne sont pas mes émotions, non, voilà. Donc en fait, là, ce que je reproche à cet épisode, c'est l'infantilisation des émotions, le côté complètement ado, boutonneux, insupportable. Et j'ai dit Hartley Cœur à vif, non, ce n'est pas la bonne référence, c'est plutôt une série comme One Tree Hill ou les frères Scott, là, je crois, où en fait, t'as l'impression qu'ils sont tous sous hormones, tous surexcités les uns par les autres. Il y a pas de sens. Mais revoyez All Our Yesterdays et Children of Time pour voir des performances
d'acteur. En fait, il s'appelle Le Passé. Oui, j'ai toujours retenu le titre. Et oui, moi je l'avais un peu oublié, mais oui, du coup je vais le revoir. Tiens, merci Marina. Il est magnifique. Et il se trouve que ma mère l'avait vu, ma mère qui est pas du tout une trekkie, tout ça, et elle m'a dit « Ah, mais Spock ressent des émotions et tout ça ». Ça l'avait beaucoup marqué. Et l'épisode est très subtil. Moi, je vous recommande surtout l'épisode, la passage avec Kirk est complètement oubliable, mais McCoy, Spock et cette femme, elle est géniale. Et la fin, quand il dit non, mais elle est morte depuis longtemps. Okay. J'ai des frissons rien que d'en parler. Ouais, enfin, donc voilà, ouais, c'est vrai que cette question-là, elle est quand même un peu compliquée. Puis en plus de ça, oui, l'équipage, ils n'ont pas l'air de trop. Ils prennent ça un peu à la rigolade, quoi. Il y a juste Chapelle qui est vraiment impliquée pour essayer de trouver un remède qu'elle n'arrivera pas à trouver toute seule. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle va avec une navette. Alors ça, j'ai pas compris pourquoi ils demandent pas la permission à Pike de prendre une navette pour aller faire ce qu'ils ont envie de faire, parce que sûrement il aurait dit oui. Donc elle part avec Ortegas et Uhura retrouver, donc reparler à ces fameuses entités là qui ont modifié Spock pour leur demander de l'aide pour qu'ils puissent inverser le processus. Et pendant ce temps-là, Spock déguisé en Vulcain, donc parce qu'il a des oreilles humaines, donc on lui pose des fausses oreilles, ils font cette espèce de dîner de fiançailles avec la belle famille, avec le trope vraiment tout pourri que moi je n'ai jamais supporté, même dans les années 90, de la belle-mère saoulante, quoi, et puis le beau-père relou. Le beau-père qui il est drôle, ouais. Moi, avec Pike. Ça me fait pas trop rire. Le beau-père est plus humain que Spock, j'ai envie de dire, que humain Spock, quoi. Il fait des blagues, il rigole, tu le vois, on dirait qu'il est là comme un comic relief, comme un Ferengi de TNG, je dirais même. Il y a un côté, en fait, Jacques Chirac qui se fait engueuler par Bernadette Chirac. Mais totalement. Totalement. C'est ça. On pourrait parler aussi de l'allégorie au métissage aussi, en fait, qui est le deuxième gros problème dans cet épisode. Ouais, c'est que... Alors, moi, je suis pas métisse, mais j'ai lu des choses écrites par des métisses, et j'ai hâte d'écouter Girafe, d'ailleurs, parce qu'elle va participer. Ce que je garde de ce que j'ai lu et ce que j'ai écouté dans les expériences vécues des personnes métisses, moi je suis racisée mais je suis pas métisse, hein. Donc c'est que les personnes métisses, notamment les personnes métisses blancs / racisées, quoi, partie blanche, partie racisée, comme partie de la famille, comme les personnes adoptées internationales en transraciales, où la personne adoptée est racisée et les parents sont des adoptants blancs. En fait, dans leurs expériences, il y a jamais, c'est pas un assemblage de deux moitiés. Il n'y a pas un phénomène de deux trucs à 50-50 qui se rejoignent et il y a un tiraillement dans leur vie entre deux trucs qui les tirent d'un côté et de l'autre. En fait, ce qu'ils décrivent souvent, une partie en tout cas, c'est que il y a un phénomène d'assimilation qui se passe dans le pays ou la culture dominante dans laquelle ces personnes ont été élevées. Et donc, elles peuvent garder des attaches culturelles mixtes, elles peuvent, entre guillemets, si elles vivent avec un parent ou une famille racisée, elles peuvent s'y intéresser spontanément plus tard, mais pas nécessairement, en fait. Donc, ces personnes sont parfaitement assimilées. Assimilées, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des personnes qui ont la langue, qui ont les codes, qui ont la culture, qui ont souvent la citoyenneté, ils comprennent tout parfaitement de leur culture, entre guillemets, d'adoption dans la culture dominante blanche. Mais en même temps, ces personnes vont subir le racisme. Parce que surtout lorsqu'elles se présentent comme étant racisées, lorsqu'elles n'ont pas le passing blanc. Et ce racisme, il est particulier, en fait. Il va souvent les résumer à leur appartenance au groupe racisé. Donc, alors même que c'est des personnes très assimilées, on va les remettre tout le temps dans le groupe racisé. Et on va leur rappeler à leur biologie, on va leur renvoyer à leur race. Et c'est un discours raciste, en fait. Et j'ai l'impression que cet épisode, il fait pareil. Quelque part, déjà, McCoy, dans la série classique, fait ça à Spock tout le temps, en fait. Pour le coup, dans cet épisode-là, l'allégorie de la culture dominante, c'est plutôt les Vulcains, parce qu'il a vécu toute sa vie en tant que Vulcain. Il a effacé son côté humain parce qu'il voulait s'intégrer chez les Vulcains, donc il apparaît comme Vulcain, mais les Vulcains vont toujours le renvoyer à sa biologie humaine. Mais lui, il a parfaitement tous les codes de Vulcain, c'est-à-dire qu'il connaît la culture, il adopte les vêtements, il se présente comme ça de manière sociale comme un Vulcain. Et après, il est renvoyé à sa génétique humaine par les Vulcains racistes.
Donc c'est plutôt l'allégorie du métissage. Et puis quand il va chez les humains, les humains ne voient de lui que son côté vulcain et pas le côté humain. Donc et en fait, là ce que fait cet épisode, c'est qu'il nous dit que un métis, c'est pas cette expérience-là, donc c'est une méconnaissance de cette expérience-là, qui est peut-être pas tout le temps là, qui est peut-être pas obligatoire chez tous les métis, mais néanmoins qui est assez dominante en tout cas dans les discours des métis. Et cet épisode, ce qu'il nous dit, c'est qu'en fait non, c'est pas comme ça, c'est deux moitiés, et en fait les deux moitiés peuvent être séparées, et quand tu les sépares, t'as deux personnalités différentes qui s'en dégagent, et du coup là on rappelle l'épisode de Bella Torres dans Voyageur, où c'était les Vidians, je crois, la disloque en deux entités différentes, une complètement humaine et une complètement Klingon. La Klingon est une Klingon stéréotypée, et l'humaine est une humaine peureuse stéréotypée, et c'était déjà une allégorie pourrave de ce qu'était le métissage, et j'ai l'impression que cet épisode il fait à peu près pareil. Ouais, en fait, ce qu'ils avaient essayé de faire, c'est de reproduire ce qu'ils avaient fait avec le Captain Kirk dans la série classique, où avec un accident de téléporteur avait transformé, il y avait deux Kirk. Mais là, du coup, c'était beaucoup moins problématique, parce que là, on partait vraiment sur un truc de SF, et où il n'y avait pas ce sous-texte sur le métissage qui, effectivement, là, est complètement bancal, et même vraiment maladroit, quoi. Puis c'est vrai que, du coup, qu'en 2023, on en soit encore à avoir des histoires un peu dans ce style-là, c'est vrai que c'est un peu dommage, quoi. Ils auraient pu aller plus loin, je veux dire, il y avait moyen de faire autre chose, de traiter cette façon-là. Mais en fait, encore une fois, qu'est-ce qu'ils voulaient, qu'est-ce qui les a motivés à la base? Je reviens sur mon idée de faire plaisir à Ethan Peck. Ils ont fait ça, quoi, pour qu'Ethan Peck il puisse rigoler, il puisse être en colère, taper des pieds, faire tout un tas de trucs différents, montrer un éventail d'émotions complètement exacerbées. Mais pas vraiment de parler de qu'est-ce que c'est qu'un être, comment il peut évoluer dans une société ou ce genre de choses. Ils ne sont pas du tout posés ce genre de questions-là. Et ils ont traité ça, du coup, sur la comédie. C'est vrai que, pour moi, ça ne marche pas, quoi. C'est différent de l'épisode de l'année dernière, avec l'échange de corps, parce que là, c'était un trope vraiment très, très classique. Et du coup, oui, on pouvait... le sous-texte était pas gênant, donc du coup, on pouvait en rire. Là, je trouve qu'effectivement, comme Yasmine, tu le dis très bien, ça souligne des choses qui... c'est un peu lourd, en fait. Puis ça vient dans des États-Unis où il y a beaucoup de métis, dans un monde où les métis se sentent toujours un peu identifiés à Spock, et pour eux, ça représente les métis, et en fait, lui faire subir ça, c'est faire subir ça, entre guillemets, à tout le monde, à tous les métis. Et aussi, j'ai envie de dire, après, on a échappé à Spock et Chapelle dans le shuttlecraft là, et l'entité comprend, elle utilise Chapelle pour recréer Spock, et on aurait pu avoir un Spock femelle. Et je n'ose imaginer ce que ça aurait été comme truc pourri aussi, de comment ces hormones femelles auraient pu lui changer sa personnalité. Et on aurait pu aussi avoir un espèce de Tuvix entre Spock et Chapelle, ou une espèce d'entité intermédiaire, ou fusionner les deux. Et après... Pike aurait, je sais pas, peu importe, qu'aurait fait Pike? Est-ce qu'il aurait fait comme ça, tué le Captain Janeway? Non, je suis d'accord. Je suis d'accord avec l'analyse de Yasmine que je découvre là en même temps que vous. Mais je trouve que ça a été très mal traité, de manière très très maladroite. Et pour le coup, pour rebondir sur ce que disait Guigui, c'est les concepts de science-fiction ou n'empêchez pas de traiter de sujets très graves, pas comme la ségrégation dans les années 60 dans la série originale, avec beaucoup plus de subtilité. C'est effectivement... Je sais pas si c'était plus subtil, mais en tout cas, c'était plus cohérent, quoi. Ça racontait quelque chose. Parce qu'en fait, là, pour moi, l'épisode, ce qu'ils essayent de faire, c'est de montrer du style « Ah, faut s'accepter soi-même, etc. » Ce genre de truc. Enfin, ils ont sûrement voulu avoir une pensée bienveillante dans la morale qu'ils ont voulu insuffler à l'épisode, mais sans se rendre compte qu'en fait, leur histoire, avec les effets de bord qu'elle a, quand on réfléchit vraiment à ce que ça implique, que ça n'allait pas du tout, quoi. C'est pour ça que je parle de maladresse. À mon avis, ils n'ont pas du tout pensé à ça, et c'est bien le problème. Non, mais surtout, c'est fait de manière totalement immature. C'est juste diviser et dire il y a un côté humain qui est comme ça, et les Vulcains sont comme ça. Puis c'est pareil dans Voyager, ils ont fait pareil avec B'Elanna. C'était pas non plus des épisodes mémorables, alors que là tu parlais de l'accident de téléporteur de
de Kirk. Bah, pour le coup, dans la série originale, oui, c'est les années 60, mais c'était fait de manière bien plus subtile. Bah, disons que c'était assez intéressant. Enfin, c'était il y a 60 ans presque, donc du coup, tu pouvais accepter que voilà, les mecs, ils inventent, ils disent un peu n'importe quoi sur la science. Mais voilà, ça racontait quelque chose du capitaine Kirk qui était pas du tout gênante, quoi. Alors que là, bon, c'est comme Yasmine l'a fait la démonstration, c'est qu'il y a vraiment, et que Gira va sûrement le faire aussi. Voilà, ça tombe à côté, quoi. Ça manque le point le plus important et ils auraient pu faire autrement, vraiment autrement. Et si vous voulez faire une comédie et faire en sorte, parce que la finalité aussi de l'épisode, c'est que Spock et Chapel, ils se pécho, quoi. Tout ça pour ça, enfin, c'est vraiment, tu parlais d'articles à vif, moi je parlais d'une absence d'aventure avec un grand A. Oui, effectivement, il y a eu quelques trucs dans cette saison déjà, Romain les évoquait tout à l'heure, mais là quand même, on a quand même l'impression que ça avance pas, quoi. Ça fait du surplace et c'est des personnages et l'enjeu, c'est qu'ils se bécotent à la fin. Ouais, mais on le voit venir. C'est pas fait de manière subtile. Oui, mais je veux dire, est-ce que t'étais obligé de faire tout un épisode dont la finalité serait ça? Je veux dire, en général, quand t'avais un couple qui se mettait ensemble, c'était pas la finalité, tu vois. Ça venait. C'était à côté, quoi. Ouais, c'était à côté. Je me souviens de Necessary Evil, où en fait il y a toute une intrigue policière et by the way tu découvres que Odo a des sentiments pour Kira, mais c'est fait de manière subtile. Là franchement, à côté. Là ce qui m'a énervé, c'est que Chapel et Spock se retrouvent dans le même vaisseau, ils sont ensemble, ils la protègent. Oh mon dieu, mais c'est absolument pas subtil. Je me souviens de Deep Space Nine où en fait t'avais deux personnages que tout opposé. Je me souviens de Kira et Bashir qui se retrouvaient sur une navette et passaient un trou de verre dans un épisode pour se retrouver dans l'épisode miroir. Mais ces deux-là ne se supportaient pas. Ils se retrouvent dans l'épisode miroir. Enfin, ça venait, si tu veux, pas les couples, mais je veux dire les personnages qui se retrouvaient dans certains épisodes étaient complètement improbables. Donc ça créait des tensions, ça créait quelque chose. Là, on le voit à 20 000 qu'il va se passer un truc. Non, mais surtout, un des trucs, c'est que les créatures, à la fin, les extraterrestres, enfin, elles doivent faire avouer à Chapel qu'elle est amoureuse de Spock ou je sais pas quoi, et genre parce que Spock, il l'a protégée, mais je veux dire, il l'aurait fait avec n'importe qui, en fait, la protéger. Et puis elle, son boulot, elle est infirmière, c'est un ami, donc pourquoi il faut vraiment avoir Kené pour pouvoir prétendre à sauver une personne. Enfin, je veux dire, sinon tu sauves personne. Hein. Mais oui, en plus, elle l'appelle caregiver ou caretaker ou je sais pas quoi, et l'autre lui dit, je sais pas, bien sûr que t'es son caretaker ou je sais pas quoi, parce que t'es Nurse Chapel. T'es une nurse. C'est normal que tu sois... Mais pourquoi tu as besoin d'avouer ton amour comme ça? Mais n'importe quoi. Et puis moi, tu sais quoi? J'ai pas besoin d'un triangle amoureux avec les deux là. J'ai pas besoin. Si j'avais voulu voir un triangle amoureux, et encore, hein, c'est très 1990 comme disent les jeunes, c'est avec Kirk, avec Pike. Ok, un triangle entre Spock, Pike et quelqu'un d'autre, pourquoi pas? Mais un triangle avec Nurse Chapel et T'Pring. Non merci, c'est bon. Et puis pas comme ça, s'il vous plaît. Pour moi, ça réduit aussi beaucoup du personnage de Chapel, hein, qu'on voit déprimé, un peu torturé pendant tout l'épisode, qui ne sert qu'à ça en plus. Il y a le subplot, le C-plot ou le D-plot, je sais pas, où il y a les Vulcains qui n'acceptent pas pour faire sa fellowship, sa formation, et qui finalement leur dit ouais fuck. Moi j'ai communiqué avec une entité, etc. Mais j'ai l'impression que c'est forcé ça aussi, que ça avait pas sa place, ça s'articulait pas avec le reste, c'était super bizarre. En tout cas, moi, le triangle amoureux, moi j'aurais dit pourquoi pas, parce que déjà parce que j'ai toujours aimé le personnage de Chapel, même dans la série classique, mais pas comme ça, pas au point. On en est à 15 épisodes, il y a 2 épisodes qui ont parlé que de ça, quoi. Je veux dire, pour moi, ça devait être en fond, quoi, comme un fond sonore, et puis qui revient de temps en temps, mais peut-être, mais en tout cas, ça devait jamais être le sujet d'épisodes entiers. C'est vraiment trop abusé, parce que de toute façon, on sait comment ça va finir. Donc là, effectivement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, Chapel, dans TOS, finalement, c'est l'ex de Spock. Voilà, elle a l'air d'être toujours amoureuse transie de Spock. Ok, c'est chelou, quoi. Et en plus, on sait qu'elle va se marier peu de temps, enfin dans quelques années.
qu'elle va perdre son mari après. Enfin bref, mais c'est pas la même timeline. C'est pas la même timeline. Ouais, peut-être qu'ils vont changer ça aussi, je sais pas. À mon avis, non, mais c'est pour dire quoi. On le sait, tout ça, c'est intéressant de ramener un peu de background, un peu de lore sur les personnages, mais il faut que ce soit un truc tertiaire. Faut jamais que ce soit le sujet d'épisodes entiers. Enfin, moi, en tout cas, ça m'intéresse pas, quoi. Il y a l'USS Relativity qui va revenir dans le passé pour changer un événement qui va faire que Nurse Chapel ne se marie jamais avec son mari, etc. Non, je pense que ça, ils vont le faire parce qu'il me semble qu'ils en ont parlé dans une interview, que le personnage poperait un jour. Ah ok, le mari, le futur mari de Chapel, ouais. D'accord. Ouais. Je voulais juste dire apporter aussi l'analyse de Vulcaro, de Caro Vulcaro sur Spock et sur les Vulcains. C'est que je trouve ça très intéressant en fait, et je pense que ça explique en partie pourquoi ils vont là dans cet épisode. C'est qu'il y avait déjà un petit problème avec Spock en tant que représentant des Métis. C'est que il y a un truc aliénant dans le fait d'en faire un alien déjà au départ. À la base, il est tiraillé, lui, entre deux parties de sa personnalité, sa partie humaine et sa partie vulcaine. Et la partie humaine se résume souvent aux émotions, et puis la partie vulcaine se résume à la logique. Bon, on a appris après que dans la partie vulcaine, il y avait aussi les émotions vulcaines et la logique vulcaine qui étaient en conflit. Mais du coup, j'ai l'impression que c'est pour ça que quand ils veulent plutôt arracher la partie humaine de la partie vulcaine dans Spock, il y a ces deux pôles de sa personnalité qui se détachent automatiquement avec, et c'est pour ça que ça ressemble aussi à ce qu'ils font quand Kirk a l'accident de transporteur et il y a le méchant Kirk et le gentil Kirk, le courageux Kirk et le peureux Kirk. C'est que ça, c'est des traits de personnalité. Bon, c'est une vision de la psychologie qui est un peu peut-être aussi passée, mais c'est des traits de personnalité qui sont arrachés l'un de l'autre. Et qui sont plus en conflit interne mais qui sont à l'extérieur, extériorisés. Et là, on veut faire la même chose avec Spock, sauf que ce qu'on enlève chez lui, c'est pas sa partie émotion et sa partie logique, seulement c'est sa partie émotion / humaine et sa partie logique / vulcaine. Et ça va pas pour Spock en fait. Ça pourrait aller, et ça, c'est pour ça que ça va pour Kirk, mais ça va, et c'est pour ça que ça va pas pour. Oui, parce que t'as raison, on peut pas vraiment rattacher ces émotions-là uniquement à un côté humain ou un côté vulcain. C'est, comme le disait Marina tout à l'heure, c'est un peu puéril comme vision en fait. Ouais, c'est une simplification. Ouais. Eh bien, merci d'avoir apporté justement cette analyse de Vulcaro qu'on salue, à qui on fait un coucou et qu'elle nous a rejointe aussi sur le Discord. Et toi, Romain, alors, qu'est-ce que tu penses là de tout ça, parce qu'on t'entend plus trop depuis tout à l'heure. Bah, j'ai l'impression de pas avoir vu le même épisode en fait. Donc je me suis peut-être trompé de saison, j'en sais rien. Non, je pense. J'ai l'impression que vous avez pris cet épisode beaucoup trop au sérieux en fait. Je comprends tout ce que vous dites, je pense que vous avez pas tort, mais je pense que dès le départ, c'est un épisode où on nous dit attendez, c'est une grosse comédie. Genre le pré-générique qui se termine sur Spock qui dit what the fuck, what the F. Ouais, mais plutôt. ça c'est pas drôle. Tu vois, enfin, si encore l'aspect comédie était réussi et que j'avais vraiment rigolé. Enfin, peut-être que j'ai pas rigolé parce que le sujet s'y prêtait pas, tu vois. Enfin, moi, je trouve qu'il y a vraiment une dissonance qu'on peut ressentir dans cet épisode. D'accord. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, mais encore une fois, j'ai vraiment pas l'impression de pas avoir vu le même épisode. Moi, je me suis marré sur les scènes du repas avec le côté, ce que vous disiez tout à l'heure, Bernadette et Jacques Chirac. Moi, j'ai peut-être un humour très basique, mais moi, ça m'a fait marrer. Je trouve que justement, l'épisode de la saison précédente avec le Mind Switch, là aussi, ça n'avait aucun sens scientifiquement, ni plus ni moins que là. Et par contre, je trouvais ça beaucoup moins réussi. Je trouve que ça racontait beaucoup moins de choses justement sur Spock. Après tout ce que vous avez pointé sur Spock, sur le fait, est-ce que être tiraillé entre deux cultures, est-ce que c'est représentatif de ce qu'est être métis? Là, je pense qu'on pointe les limites d'une franchise qui utilise les mêmes personnages depuis 60 ans. C'est pas forcément cet épisode-là qui est mal écrit, mais c'est juste qu'en effet, on a un personnage qui a été défini il y a 60 ans, qui est une écriture d'il y a 60 ans, et un point de vue d'il y a 60 ans, et qui était malgré tout super novateur et super impertinent à l'époque. Mais en effet, utiliser le même personnage 60 ans plus tard, t'es coincé entre est-ce qu'il faut rester fidèle à ce
personnage-là tel qu'il était défini à l'époque, ou est-ce qu'il faut l'écrire avec l'écriture d'aujourd'hui, quitte à se mettre à dos les puristes et les fans originaux. Voilà, là c'est plus une problématique globale d'une franchise comme celle-là, avec justement ce que moi je souhaite toujours, c'est-à-dire de dire quitte à faire des nouvelles séries Star Trek, faisons-le dans le futur de cet univers-là, avec des nouveaux personnages, un truc nouveau. Mais en effet, tu te prends forcément les pieds dans le tapis quand t'es sur une histoire de préquel. C'est ce que tu disais sur le fait que Nurse Chapel, on sait très bien comment ça va finir, mais c'est pareil pour tous les autres personnages, on sait très bien, d'ailleurs c'est même le thème de la saison 1, Pike qui sait ce qui va lui arriver, etc. Donc là, on retombe sur le souci des limites narratives de ce qu'est une préquelle. Donc une fois qu'on a accepté tout ça, parce que sinon faut pas regarder Strange World si on n'accepte pas tous ces défauts inhérents à une telle série, une fois qu'on accepte tout ça, et une fois qu'on accepte que cet épisode-là va être une farce, au sens théâtral du terme, moi j'ai passé un bon moment, voilà. Et toi, Marina, ta conclusion ? Je comprends le point de vue de Romain, mais je le partage pas en fait. C'est-à-dire que je voyais bien qu'ils essayaient de faire des comédies. mais en fait, moi j'ai pas arrêté de penser à la mère de Quark quand elle rend visite à son fils sur Deep Space Nine, que elle en fait un épisode de comédie, voilà, mais je trouvais que Deep Space Nine le faisait bien mieux. Je trouvais que A Journey to Babel introduisait bien mieux les parents de Spock et les problèmes de grandir dans une culture double, mais bon, l'épisode date des années 60. Voilà. Mais là, pour le coup, je me suis fait la remarque que les Vulcains étaient devenus les Ferengi de Strange New Worlds, c'est-à-dire des comic relief, et ça m'insupporte. Maintenant que tu me l'as dit, je vais penser plus qu'à ça. mais c'est-à-dire que je voyais bien les ficelles, et j'ai même pensé à Devine qui vient dîner, pour le coup, qui parle d'une fille blanche qui ramène son copain noir pour le présenter à ses parents. Et voilà, et puis là t'avais un vrai débat et des vrais enjeux, mais pareil, le film date des années 60. Honnêtement, je voyais les ficelles, et puis ce qui m'a insupporté, c'est on les voit venir à des kilomètres ça manquait de maturité. Ça aurait pu être un épisode avec on le voit avec Sex Generation enfin le Sex Education, pardon. On peut faire du sexe avec des jeunes de manière intelligente. Là, pour le coup, je trouvais que c'était... et je m'excuse auprès des fans de Heartlaker à vif, dont je fais partie. En fait, Heartlaker est une très bonne série. Pour le coup, c'est les frères Scott ou les trucs. Mais pour le coup, voilà, moi, ça m'a déçu parce que il y a peu d'épisodes, il y en a que 10. Et il y en a déjà 2 qui sont vraiment pas top. Allez, je veux un bon épisode. Il paraît que le prochain est vachement bien. Bon, je compte sur vous. Il n'y a pas que Romain qui me l'a dit. Et toi, Yasmine, ta conclusion ? Je trouve ça très courageux de ta part, Marina, de te mettre à dos tous les fans des frères Scott. Donc tu fais partie. Oui, pourquoi pas, peut-être, dans une autre vie. Alors moi, ce que je pense, j'aime pas trop les hijinks, comme disent les Américains, les pitreries, je crois, c'est ça la traduction. J'aime pas ce style d'humour, en fait. Je pense que ça m'aurait pas plu, même si le sujet était différent. Moi, l'humour que j'aime, c'est l'humour un peu lower decks, en fait. C'est quand il y a une déconstruction d'un trope et qui se vont au-delà du trope. Quand ils restent dans le trope et qu'ils font de l'humour comme ça me parle pas. Mais au-delà de ça, je pense qu'on peut regarder Star Trek pour des raisons différentes, et même regarder un épisode et un autre pour des raisons différentes, et on peut être dans des moments d'esprit différents aussi. Le moment dans lequel j'ai été et comment moi je regarde Star Trek, c'est souvent aussi dans la surinterprétation, dans la recherche de messages politiques, et c'est pour ça que j'ai aimé Star Trek au départ, en fait, aussi. Du coup, c'est pour ça que je continue à chercher le message politique, et quand le message politique me déplaît, j'ai du mal à apprécier le reste, en fait. Donc j'ai du mal à apprécier cet épisode. Je comprends. C'est vrai que moi, cet épisode, il m'a mis mal à l'aise quand je l'ai vu, sans vraiment savoir exactement pourquoi, au-delà du fait que je le trouvais pas drôle. Et c'est vrai que les discussions qu'on a pu avoir cet après-midi, les échanges, même aussi avec Girafe, à qui je fais un gros coucou, ça m'a permis effectivement de mettre le doigt sur ce qui me gênait vraiment dans cet épisode. Et puis, comme le dit Romain, peut-être à quelque chose qui est inhérent à toute la franchise. Et oui, effectivement, c'est bien normal, après 60 ans, de vouloir s'accrocher à des choses qui ont été créées il y a dans les années 60. Forcément, ça ne peut que poser des problèmes, et des contradictions. Captain, incoming message. Journal de bord de Girafe, date stellaire 71322,43.
Bonjour le cadran pop, comment ça va? J'enregistre ça de l'autre bout du cadran. Mais quel épisode! Merci à vous de m'avoir demandé mon avis. L'épisode 5, l'épisode 5. Je vais commencer par dire qu'il y a beaucoup de choses que j'ai adorées dans cet épisode. J'ai absolument adoré Ethan Peck, qui nous donne vraiment une masterclass d'acteur, passé par toutes les émotions. Il est absolument incroyable. Il a porté la comédie de cet épisode du début à la fin, et honnêtement, j'ai adoré juste le regarder faire. Les costumes étaient incroyables. J'ai vraiment adoré également le fait que Chapelle est finalement là et sert à quelque chose. On la voit progresser dans sa carrière, on la voit faire le journal de bord également. Mais c'est un épisode qui pour moi était extrêmement difficile à regarder parce que je vois Star Trek retomber dans ses bien mauvais défauts des années 90 où on joue avec l'idée que notre personnalité est définie par notre ADN. Donc ça c'est pour moi un peu compliqué parce que moi-même je suis métisse et j'ai grandi dans cette ambiguïté de ce qui vient de mes parents génétiquement et à quoi je ressemble et ce qui vient de la culture dans laquelle j'ai grandi. Donc j'ai grandi en France, ma mère est française, donc je suis culturellement très très française, mais génétiquement, alors c'est marrant, j'ai fait le test, je suis pas génétiquement très française, je suis plutôt italienne. Et d'Afrique de l'Est. Donc je ne ressemble pas à ce que beaucoup de gens imaginent, surtout aux États-Unis, que les Françaises ressemblent. Donc en gros, pour moi, ça a touché un point sensible, hein, puisque Spock se retrouve sans son ADN vulcain, et donc se retrouve tout humain. Et apparemment, ça change absolument sa personnalité, sa manière de faire les choses, même ses connaissances. Hein, il a l'air de plus se souvenir de certaines choses qu'il savait faire. Et on n'adresse pas vraiment, on parle pas vraiment du traumatisme que ça serait si ça m'arrivait, par exemple. Pour moi... ça serait extrêmement traumatique et compliqué à gérer. Et Star Trek a décidé de faire sur ces questions d'identité un épisode de comédie qui a été un peu dur à digérer quand on sait également toutes les tensions qui viennent de ces questions-là aux États-Unis. Beaucoup de gens sur les réseaux sociaux américains ont été choqués que Star Trek recommence avec ces histoires d'ADN, comme on a vu ça dans Voyager par exemple, qui sont qui sont plus d'actualité honnêtement. Donc pour moi un épisode qui était magnifique à regarder parce que très beau esthétiquement, très la musique, les costumes, etc. J'ai vraiment adoré ça. Mais très difficile à négocier par rapport à l'histoire elle-même. Notre culture et notre personnalité ne vient pas de notre ADN. Notre culture et personnalité est créée et construite par les gens autour de nous, par nos parents, nos amis, notre communauté. Et il semble que Spock, encore une fois, fasse exception à la règle. Et je pense que c'est vraiment une occasion manquée pour Star Trek qui aurait pu faire mieux, qui aurait pu faire de cet épisode un épisode qui fasse sens pour... beaucoup de Trekkies qui aiment se questionner par rapport à ces points-là via ces épisodes. Voilà le cadran pop, je suis toujours disponible pour en parler plus. Je sais que Guigui a eu la malchance de m'envoyer un message sur Twitter et il m'a entendu râler pendant 25 minutes. Mais à bientôt j'espère, et vous allez voir, épisode 6, un vrai plaisir. À bientôt. Program complete. Alors c'est le moment de faire notre petite séquence promo ou roco. Romain, est-ce que tu as quelque chose sur le feu, toi ? J'ai une reco pour vous qui est liée à Star Trek, qui est un bouquin, un roman qui est sorti il y a quasiment 2 ans, mais que je viens à peine de lire ces derniers jours et que j'ai trouvé assez sympa. C'est un roman qui s'appelle Fanfiction et qui est écrit par un certain Brent Spiner. Alors Brent Spiner, évidemment, l'acteur qui joue Data, et plus plein d'autres rôles, toute la famille Soong évidemment dans la franchise. 25 autres rôles. C'est ça, c'est une vraie fausse autobiographie où il raconte sa vie, sa carrière et comment se passait le tournage de Nouvelle Génération. Mais tout ça dans une intrigue qui est complètement fictive où il y a une histoire de stalker. Il reçoit des colis et des lettres assez bizarres, il y a le FBI qui est impliqué, qui enquête là-dessus. Mais tout ça, à travers tout ça, il raconte, voilà, ça se passe pendant le tournage de la Nouvelle Génération. Il raconte les fêtes organisées par Gene Roddenberry et sa femme. Il y a l'enterrement de Gene Roddenberry quelques temps plus tard. À un moment, il va voir jouer Patrick Stewart
Stewart qui jouait à l'époque Christmas Carol en seul sur scène. Il raconte l'ambiance sur le tournage avec les autres comédiens, tout ça, et tout ça au milieu de cette intrigue complètement fictive. Donc c'est assez sympa, c'est assez surprenant. On découvre pas mal sur sa vie et sur ses débuts, parce qu'il raconte aussi ses débuts de comédien qui galérait à New York. Je sais pas du tout à quoi m'attendre quand j'ai acheté le bouquin et que j'ai commencé à le lire. Donc ça se lit assez vite, c'est une très bonne surprise. Donc voilà, fanfiction, coécrit plutôt par Brent Spiner, parce qu'il assume le fait qu'il a été aidé par une autre auteure qui s'appelle Jeanne Darst. Voilà. Ok, merci, c'est noté, c'est vrai que c'est intéressant, et j'espère qu'il y aura une édition française du coup. Je crois pas que ça soit sorti en France, moi je l'ai trouvé en Angleterre. D'accord. Et toi Marina ? Écoute, moi, j'ai pas envie de parler de promo, j'ai pas envie de faire de recos. J'ai juste envie de crier mon amour à Yasmine, qui a été adorable quand je l'ai rencontrée il y a 2 semaines. Elle m'a offert un petit cadeau, qui a des petites attentions pour. Donc un grand merci Yasmine, tu as été adorable, et merci d'avoir noté que j'étais amoureuse de Lorca. Donc voilà. Enfin, c'est pas dur à noter, hein, tu le dis un épisode sur 2. Ah bon? Non, j'ai passé un bon moment en regardant cette première saison de Discovery. Mais merci beaucoup Yasmine. Je dirai jamais assez, j'adore quand les gens sont gentils, adorables, prévenants, sympathiques. Donc voilà, un grand merci. Ouais. Et toi Yasmine, du coup, est-ce que tu veux faire une déclaration à Marina aussi? Oui, Marina, tu es très gentille. Tu es adorable. Ça me fait super plaisir que ça te fasse plaisir. C'est cool. J'ai pas de promo. J'ai revu Babylon 5 récemment. C'est une série incroyable qu'il faut absolument que tout le monde regarde. Tous les fans de Star Trek et même ceux qui aiment pas Star Trek, il faut qu'ils regardent Babylon 5. À des moments, c'est très anti-trekien, mais c'est super génial. Regardez Babylon 5. Ouais, moi c'est noté, un jour je le ferai, je vous promets. Pas un jour, aujourd'hui. Non, j'ai Ouais, d'abord je fais le montage du podcast, après peut-être je regarderai Babylon 5, mais en fait non, parce que demain il y a saison 2 de Fondation qui commence, et moi c'est ça que je vais regarder, et du coup c'est ça que je recommande déjà par avance, parce que je pense que ça, même si c'est peut-être moins bien que la saison 1, ça sera quand même forcément bien. Et du coup, on va s'arrêter là. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que si nos podcasts vous plaisent, merci de mettre 5 jolies étoiles et sympathiques commentaires sur les applications où vous nous écoutez, et que vous pouvez nous retrouver sur Discord, Twitter, Facebook et sur notre site podcast.lecadranpop.fr. Allez, salut tout le monde, longue vie et prospérité. Bye bye. Bye bye. À bientôt. Space. The final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its 5-year mission: to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no one has gone before. Program complete.